Bonjour à toutes et à tous, Valentin Hubert, Syntec Numérique. Je vous remercie de vous êtes mobilisés pour cette 6e session des petits déjeuners de l'intelligence artificielle de Syntec Numérique. Le sujet du jour, le déploiement de l'IA, donc sujet opérationnel, les choses auxquelles penser. Donc voilà, je vous remercie de votre présence. J'espère que la rentrée n'est pas trop difficile pour les uns et les autres. Simplement, je commencerai par quelques recommandations liées à l'usage de l'outil donc Livestorm. Pour vous préciser qu'en fait vous avez deux onglets, un onglet de chat, un onglet questions. Alors du coup je vous ai donné la mauvaise information, c'est le contraire. L'onglet de chat est plutôt réservé si vous avez des problèmes techniques que vous pourriez rencontrer pour que je vous guide en fait dans la bonne prise en main de l'outil. Et par contre l'onglet questions vous permettra à vous participants de poser les questions aux intervenants, donc Alfonso Castro, Charles-Éric de la Chapelle et Charles-Henri Matorel. On se fera des petites sessions questions-réponses à l'issue de chacune des interventions où je vous demanderai de bien vouloir utiliser cet onglet questions puisque malheureusement sous ce type de format de webinar, vous pouvez entendre les intervenants, par contre vous pouvez pas leur parler au niveau de la voix. Donc je me ferai votre voix, n'hésitez pas à poser les questions et puis moi je les poserai directement aux intervenants. Voilà, je reviens rapidement sur le déroulé. Donc, on va commencer dans l'ordre avec Alfonso sur la problématique de l'accès aux données et l'architecture à mettre en place dans un projet d'IA. Ensuite, Charles-Éric nous parlera d'un sujet trop souvent négligé qui est celui de la gouvernance des données. Et puis ensuite, Charles-Henri, lui, développera des aspects absolument clés liés au projet d'IA, qui sont ceux concernant la sécurité. Voilà, je ne vais pas être plus long en introduction et je laisse tout de suite la parole à Alfonso. Merci beaucoup, si ce n'est que je crois qu'on a vu disparaître les slides. En tout cas, de mon côté. Et Valentin, on ne t'entend pas parce que tu es passé en mute, comme on dit en français. C'est que moi qui ne vois plus les slides? Voilà, alors bien, impeccable. Merci Valentin. Eh bien, bonjour à tous. On va essayer effectivement de vous faire un parcours rapide sur l'intelligence artificielle, en tout cas sur les fondements. Je vais donc effectivement démarrer le bal avec l'architecture sur laquelle viennent s'appuyer donc les différents éléments. Si tu veux bien, Valentin, passer à la prochaine slide. Première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi l'IA maintenant en particulier. L'IA, en fait, l'intelligence artificielle, n'est pas tout à fait récente du tout. Elle est surtout apparue dans les années 1950. Vous voyez que ça ne rajeunit pas. C'est là où on a commencé à avoir des travaux à peu près sérieux sur le sujet. Alan Turing, que vous connaissez certainement, est une personne qui a beaucoup travaillé sur ces éléments-là. En revanche, on dispose aujourd'hui d'outils et d'une puissance qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus rapidement. Tu peux, Valentin, afficher l'animation si tu le souhaites. Voilà, merci. Non, on va rester. Merci, voilà. Alors, sans refaire l'histoire du tout de l'informatique, non, je veux bien que tu reviennes à la précédente. Voilà, merci beaucoup. L'histoire de l'informatique très moderne, on va venir depuis l'arrivée du PC, c'est, je ne vais pas vous faire ça, vous connaissez par cœur, l'arrivée du PC, donc même une démocratisation certaine de l'informatique, Internet qui vient connecter tout ça, et le mobile qui permet évidemment à des populations encore plus nombreuses de venir consommer des services et du coup alimenter des données. Aujourd'hui, on est à un stade où on dispose de données en nombre extrêmement important, extrêmement. Vous savez que plus de la moitié des données d'Internet ont été produites dans les 2 dernières années, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est très important et ceci est exponentiel. Et on a une capacité de traitement aujourd'hui
grâce au cloud, au concept cloud, qui est phénoménal et qui permet justement de traiter des quantités massives de données et du coup d'avoir la possibilité de mettre sur ces données des algorithmes, de faire tourner des algorithmes. Alors ces algorithmes, là encore, sont pas forcément très modernes. La plupart des algorithmes qui ont été utilisés au départ sont des algorithmes qui datent souvent du 18e, 19e siècle. Hein. On vient du monde des mathématiques. En revanche, ce qui est tout à fait nouveau, c'est que en intelligence artificielle, on va y revenir tout à l'heure en parlant de machine learning, eh bien ces algorithmes sont eux-mêmes adaptés par les systèmes, donc par le cloud, par tous les traitements, et donc ils évoluent de manière plus ou moins autonome, alors contrôlés tout de même, ça aussi on en parlera, mais la base des algorithmes, encore une fois, n'est pas forcément très moderne. En revanche, leur évolution, grâce à la puissance dont on parlait précédemment, elle est très forte également. Voilà, donc beaucoup de puissance au sens large du terme, et puis une évolution forte qui est propre donc à l'intelligence artificielle elle-même. On va y revenir. Ce coup-ci, on peut passer à la prochaine, Valentin, si tu veux bien. On pourrait définir, alors c'est une première tentative de définition, celle-ci, elle a été apportée par l'ancien DSI de la Maison-Blanche. Alors, peu importe qu'il ait été à la Maison-Blanche, c'est surtout que c'était un acte très volontariste de la part de l'administration Obama à l'époque, que d'avoir quelqu'un qui puisse conseiller la nation américaine donc au plus haut niveau par rapport aux grandes évolutions de l'informatique. Et donc, voilà, donc cette première définition, donc en anglais pour le tout, pour garder la version originale, qui est beaucoup donc sur le behavior, donc la manière dont on se comporte avec une base qui requiert de l'intelligence. Ça ne veut pas dire grand-chose jusque-là, mais on sent qu'effectivement, on est dans un mouvement dans lequel on va demander au système informatique de manière générale peut-être un petit peu moins d'automatisation très séquentielle et un petit peu plus d'autonomie dans la manière d'approcher les questions qui leur sont soumises. Si on va un cran plus loin, et si tu veux bien, Valentin, merci beaucoup, on peut essayer de déterminer 4 types donc de grands domaines. Le premier, ce sont des systèmes qui vont penser comme des humains, à la différence du deuxième qui va plutôt être orienté sur l'action, par rapport aux humains. Et donc, on va, sur le premier, être plutôt sur des architectures cognitives, c'est-à-dire tout ce qui va consister à digérer, je vais utiliser volontairement un terme un peu flou, digérer des informations, alors des données, mais tout type de données. Certaines vont être évidemment structurées, alors ça fait quand même bien longtemps qu'on en fait sur des bases de données, toujours plus puissantes, mais aussi des données évidemment non structurées, la voix, l'audio, etc. Et de tout cela, avoir donc une approche dans laquelle on va chercher à faire ressortir quelque chose. D'où cette notion de penser autant que possible comme les humains. Bien évidemment, je pense que tout le monde sait cela, en machine learning, on parlera de machine learning dans une seconde, il va nous falloir des séquences bien plus importantes pour un système aussi puissant soit-il que pour un enfant qui, de par l'intelligence humaine, va beaucoup plus vite dans la manière d'assimiler cette information. Ça, c'est aussi pour nous rassurer un petit peu, et on parlera tout à l'heure d'aspect éthique. Je pense qu'il faut aussi laisser l'intelligence artificielle à son niveau, c'est-à-dire par rapport à nous humains, assez bas pour l'instant, et ça va durer un moment. Ensuite, des systèmes qui vont, cette fois-ci, agir comme les humains. Alors, on va un petit peu plus se rapprocher de l'informatique traditionnelle, où on va avoir effectivement une certaine automatisation, cette fois-ci d'un raisonnement. Donc, on va avoir des hypothèses, on va avoir du traitement, on va avoir certaines conclusions, et puis surtout, on va faire une boucle de contre-réaction pour que ces systèmes, en fait, apprennent par eux-mêmes. On va leur expliquer comment ils doivent apprendre, et ensuite, on va les laisser faire, et ils vont apprendre tout seuls, sans qu'on ait besoin de trop les éduquer au bout d'un moment. Je dis trop, parce qu'il va s'agir tout de même de vérifier ce qu'ils apprennent pour être certain qu'il y a une certaine convergence dans les algorithmes, et qu'on tende bien vers des objectifs qui soient, en l'occurrence, des actions concrètes, et qui correspondent à ce qu'on souhaite que le système fasse. Ensuite, des systèmes qui vont penser rationnellement au sens où, d'un point de vue intellectuel, nous, humains, avons tendance donc à travailler. Donc, cette notion d'inférence, hein, je vois quelque chose, je constate quelque chose, donc j'ai une entrée, et puis j'en fais une déduction. Alors, elle est correcte, elle est fausse, jusque-là, peu importe, hein, la notion d'inférence
ne préempte pas de la véracité donc de la réponse. On est bien dans la manière dont les choses fonctionnent. Et puis cette inférence, on va chercher donc à l'optimiser pour qu'effectivement de cette inférence sortent des conclusions qui soient les plus réalistes et les plus vraies possibles. Alors la notion de vérité, là, on va revenir sur la philosophie, vous allez voir, mais la notion de vérité, d'apprendre avec des pincettes. Néanmoins, cette optimisation, elle est là encore, pour que ces systèmes, eh bien, aient des conclusions qui soient, pardon pour le jeu de mots, intelligentes par rapport à l'objectif qu'on s'est donné quant à l'utilisation de ces systèmes. Et puis, enfin, bien évidemment, des systèmes qui vont agir rationnellement lorsque l'on souhaite avoir une action, et on va être typiquement sur les agents logiciels intelligents, puisque l'objectif, c'est d'avoir une action qui soit le résultat de ce dont on a parlé précédemment, et qui soit basée sur, en général, un nombre d'événements très très importants, un nombre de données en volume très très fort, et donc de pouvoir avoir quelque chose de concret. Voilà, alors c'est à la fois un peu précis, un peu mieux que la phrase qui est au-dessus, me semble-t-il. Néanmoins, il y a encore un tout petit peu de travail, puis on s'aperçoit qu'on ouvre rapidement des dimensions qui sont assez importantes. Si tu veux bien, Valentin, passer à la suivante. Merci. En fait, si on veut traiter le sujet de manière à peu près exhaustive, serait peut-être un tout petit peu ambitieux, mais de manière sérieuse en tout cas, il faut quand même faire appel aux éléments qui sont sur la gauche. Le premier peut faire sourire, mais je l'évoquais à l'instant, il y a des notions de philosophie derrière. On ne va pas demander tout et n'importe quoi à un système puissant comme celui-là, qui a priori pourrait se mêler, si on le souhaite en tout cas, de sujets qui sont assez importants. Alors il y a des sujets récents qui nous ont montré l'impact que ça pouvait avoir sur nos sociétés, hein, la reconnaissance faciale notamment. On est tous d'accord sur le fait que c'est bourré d'avantages, on est tous d'accord que c'est très facile d'en faire un système que l'on pourrait détourner à des fins qui seraient hautement critiquables sur le plan sociétal, sur le plan philosophique. Donc il est nécessaire, à partir du moment où on va confier au système le fait de travailler tout seul, d'avoir quand même des idées à peu près claires sur ce que l'on veut faire d'un point de vue philosophique, ce qui va déjà générer plein de débats. Mathématiques, bien évidemment, je l'évoquais rapidement tout à l'heure, on va être beaucoup sur la notion d'algorithmie. Économie, parce que là encore, les conséquences de tous ces éléments-là peuvent aller assez loin sur le plan sociétal. Les neurosciences, parce que la manière dont le machine learning notamment va fonctionner va beaucoup s'appuyer sur l'équivalent, alors il faut le dire avec beaucoup de pincettes, des réseaux neuronaux. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça y ressemble un tout petit peu. On va avoir des couches d'analyse de plus en plus fines dans la manière de traiter les données avant de commencer, là encore, à converger vers des conclusions. Psychologie linguistique, on va avoir beaucoup d'éléments qui sont liés, on le voit sur la droite, donc au traitement de la parole, au traitement de l'image, traitement dans les deux sens, hein, donc le fait de capter et d'interpréter, mais aussi le fait de générer, avec, là encore, quand on va générer des images, plein de questions philosophiques et sociétales sur le fait que est-ce que ces images sont réelles. D'une certaine manière, elles ne le sont pas, d'une autre manière, elles le sont quand même. Donc là encore, nécessité de bien cadrer tout ça. Ingénierie informatique, bien sûr, ça se fait pas que avec un processeur et un peu de RAM, il y a un tout petit peu plus de complexité derrière ça. Et puis, des théories de contrôle et de cybernétique qui sont propres effectivement donc au domaine de l'automatique et puis des robots d'une manière générale, et dans lesquels on va injecter évidemment de plus en plus d'intelligence, avec beaucoup de guillemets, mais pour leur donner donc des actions de moins en moins automatisées et de plus en plus générées par eux-mêmes. Donc sur la droite, on a les grands débats, donc les grands domaines de l'intelligence artificielle. Donc le machine learning. Machine learning, en gros, voilà, j'éduque la machine, je lui dis, voici un certain nombre de données. Alors on prend souvent, parce que c'est très imagé, la notion de reconnaissance d'image. Alors voilà, ça, si tu veux, c'est un chat. Ça, c'est pas un chat. C'est une girafe, c'est un lion, c'est ce que tu veux. Ça, c'est encore un chat. Puis on va répéter ça, pas à l'infini, mais en tout cas de manière extrêmement importante. Et petit à petit, donc les algorithmes qui sont dans ces systèmes vont à ce moment-là, eh bien, faire leur propre apprentissage. Et au bout d'un moment, quand on va leur soumettre une image dans laquelle il y aura un chat ou pas, il devrait, ce système, être capable de déterminer par lui-même si effectivement ça fonctionne ou pas. Facile à dire, beaucoup moins facile à faire. C'est évident pour un enfant. Mais c'est un peu plus compliqué pour ce genre de système. Alors c'est là où on rentre dans les nuances de supervisé, non supervisé. Je rentre pas trop dans le détail à ce stade-là. Le NLP, comme on dit de plus en plus, donc le Natural Language Processing, donc effectivement toute cette notion qui consiste à interpréter le langage.
Une fois qu'on l'a interprété, du coup, il est facile de le traduire et donc de générer le même sens autant que faire se peut. On va essayer de ne pas trop se tromper dans une langue différente. Donc, ça veut dire qu'il faut traiter les deux langues en question de manière différente, en entrée et en sortie. On peut générer du texte, la reconnaissance évidemment vocale. Les systèmes experts, qui, je vous le rappelle, sont assez anciens, eux également, peuvent rentrer dans ces catégories-là. Et puis, on a la vision et excusez-moi, et le traitement de la voix, qui vont évidemment être totalement partie intégrante de ces domaines-là. Planning et la robotique, ça c'est un petit peu plus automatisable, mais là encore on peut y raccrocher des algorithmes d'intelligence artificielle. Valentin, merci. Deux très grandes familles, si on rentre cette fois-ci dans la technologie. Là on ouvre le capot et on prolonge un peu à l'intérieur. On a d'un côté des services prêts à l'emploi, que de très nombreux éditeurs ont mis au point. Alors, éditeurs au sens très large du terme, il y a effectivement les offreurs de cloud comme nous au sens très collectif, mais il y a énormément de sociétés, alors soit par le biais de services professionnels, soit par le biais de logiciels qui vont profiter des infrastructures cloud en question, qui vont offrir donc du prêt à l'emploi. Donc, ce qu'on appelle souvent des services cognitifs. Je n'ai plus qu'à, c'est un raccourci, mais c'est à peu près vrai. Je n'ai plus qu'à alimenter ces systèmes en données et à les paramétrer pour en sortir effectivement donc un certain nombre de conclusions par rapport à ce que je veux faire. Les exemples les plus simples sont le traitement de l'image et de la voix. Si on veut faire de la reconnaissance vocale ou de la synthèse vocale, on va utiliser des services qui sont prêts à l'emploi. Il suffit de leur fournir des éléments. Typiquement, j'envoie un texte sur un système et ça va générer une voix. Voilà, c'est assez simpliste, mais ça fait partie de cette catégorie-là. Et puis le machine learning, où là, il y a une notion donc d'éducation dont on parlait tout à l'heure, d'éducation de la machine, du système, où là, il va falloir un tout petit peu donc l'aider, il va falloir un peu programmer, il va falloir un peu paramétrer, et puis il va falloir faire tourner tout ça à des volumes très importants pour pouvoir en tirer ce qu'on appelle des modèles. Je vais revenir sur cette notion, des modèles qui sont le fruit de cet apprentissage, et modèles qui, une fois constitués, vont pouvoir être alimentés avec des données qui sont l'entrée de ce que je voudrais que ce modèle traite pour en tirer des conclusions. Et donc, une fois ce modèle constitué, je peux appliquer ça à tout un tas de données qui sont évidemment liées au domaine dans lequel je travaille. Voilà les deux grandes familles. Il y a plein de nuances, mais néanmoins les deux grandes familles. En termes d'architecture, on va pouvoir s'appuyer sur effectivement la puissance dont je parlais précédemment. D'abord, une indépendance vis-à-vis de la localisation des données. Alors, attention, soyons très prudents, surtout ces temps-ci quand on parle de ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on fait de l'intelligence artificielle, il faut forcément que les données se promènent à travers la planète et qu'il n'y a plus aucun contrôle des États ou des clients, etc. Non, ce n'est pas ça du tout. On est là dans le fait, plutôt dans l'approche très technique du sujet, c'est-à-dire le fait de se dire, je peux, parce que les systèmes cloud mondiaux ont été conçus comme ça, sur ces systèmes-là, je peux, donc c'est un choix, je peux utiliser donc une puissance qui est phénoménale et qui va effectivement être répartie à travers la planète. En revanche, je vais m'en servir pour créer les modèles dont je parlais précédemment. Créer des modèles, je le fais avec des données qui sont anonymes ou anonymisées, mais qui en soi n'ont pas particulièrement d'intérêt par rapport à l'application finale. Je suis là juste dans l'éducation, dans la création de ce modèle. Une fois ce modèle créé, je vais pouvoir l'implémenter où bon me semble, et donc c'est le milieu de la slide, soit sur mon propre site, sur mes systèmes on-prem, pour peu que mes systèmes on-prem soient compatibles avec les technologies utilisées précédemment, et on va parler précisément de cela juste après, soit dans le cloud, soit les deux. Et dans le cloud, ça peut être dans le pays dans lequel je suis, protégé par mes législations et mes réglementations, ou alors pas du tout, parce que je n'ai pas de problème par rapport à mon activité sur le fait que les données soient réparties à travers la planète. On a là une souplesse qui est très importante, qui permet donc à la fois de profiter de la puissance pour réfléchir, pour créer ces modèles, et néanmoins ensuite de limiter l'exécution de ce modèle dans un environnement que j'estime être de confiance si c'est nécessaire. Et tout ça, ça va s'appliquer donc, écoutez, au line of business, donc aux applications métiers. Typiquement, à partir du moment où vous avez un nombre de clients, de consommateurs très important,
Vous allez pouvoir utiliser beaucoup des données s'ils le souhaitent. Tout ça est évidemment désormais réglementé par RGPD. On va pouvoir utiliser beaucoup de ces données pour en créer effectivement des habitudes de consommation. Alors ça peut donner effectivement des publicités, des propositions de produits ou tout simplement une analyse sur le comportement du consommateur. Même chose pour le CRM avec une optique un peu plus précise sur des comptes en général plus identifiés. Graph par rapport à des notions plutôt de sécurité cette fois-ci. L'image, on en a parlé. Les réseaux sociaux, évidemment, consomment de l'intelligence artificielle depuis bien longtemps avec tout un tas de conséquences positives, mais pas que. Donc, ça nécessite là aussi de regarder ça avec toute la précaution qui s'impose. Et puis, l'IoT, donc évidemment, avec ces milliards d'équipements qui sont en train de se connecter, certains tout petits à notre bracelet, d'autres qui vont être des navires entiers ou des villes, Smart City. Donc, chacun va effectivement à ce moment-là pouvoir profiter de ces volumes considérables de données pour en tirer là encore des enseignements et mieux faire fonctionner ce qui est la raison d'être donc des IoT en question. Et puis après, on va évidemment combiner les IoT entre eux pour avoir ce cercle qu'on espère vertueux dans le fait d'avoir de plus en plus de données et de plus en plus d'actions ou de raisonnement sur les données en question. Si on rentre encore un tout petit peu plus loin, merci Valentin, sur les composants technologiques, 3 grandes familles que vous avez sous les yeux. On va tout de suite pouvoir rentrer dans l'infrastructure de base. L'infrastructure, on va la découper en 2 grandes parties. Si tu veux bien cliquer, Valentin, merci. Les données d'un côté, tout ce qui est effectivement donc gestion des volumes considérables dont on parlait tout à l'heure, et puis capacité donc de traitement, le compute, qu'on va avoir par-dessus ça. Tout ça va s'appuyer en dessous sur de la bonne vieille CPU, bien évidemment. Alors, bonne vieille, elle est plutôt moderne, on a plutôt besoin de puissance. On va avoir donc des processeurs graphiques qui, eux, vont exactement comme dans un PC traditionnel ou un ordinateur traditionnel, vont soulager la CPU par rapport à des traitements très particuliers sur les algorithmes dont on a parlé. Et puis, le FPGA, pour ceux qui ont pu oublier quelques notions d'électronique, donc des Field Programmable Gate Arrays, alors un plus parce qu'ils ont évolué, qui sont donc des composants physiques, c'est du silicium, mais que l'on va pouvoir programmer. Alors on les programme une fois et puis ils restent dans l'état dans lequel ils sont. Alors ils sont reprogrammables, donc on peut les adapter au fil du temps en fonction des algorithmes, mais de gauche à droite, de CPU vers FPGA, tout ce qu'on veut, c'est aller de plus en plus vite pour pouvoir traiter de plus en plus de volume d'informations dans un temps évidemment le plus faible possible. Voilà pourquoi on a ces 3 grandes catégories. Les bases de données, je ne rentre pas trop dans le détail, mais on a du grand classique aujourd'hui, entre des bases de données structurées, les bases de données de type SQL au sens large du terme, jusqu'à des data lakes. Alors Cosmos DB, c'est parce que c'est avec Microsoft évidemment, mais bon, peu importe, dans lesquels on va traiter donc des données à la fois structurées et non structurées. Et puis sur le compute, tout type de compute, à la fois sur des grosses machines, avec des gros CPU, mais aussi de manière beaucoup plus décentralisée, répartie, avec le edge computing qui est en train de vraiment accélérer en ce moment. Edge computing, c'est le fait d'avoir plusieurs data centers, pour faire simple, qui vont collaborer ensemble pour apporter encore plus de puissance autour d'un data center traditionnel dans le cloud. Voilà, donc on répartit les données et on a des traitements qui sont eux-mêmes répartis dans le but, là encore, de pouvoir fournir des résultats beaucoup plus rapidement. La 5G va venir accélérer tout ça au sens réseau pour que tous ces traitements puissent aller encore plus vite. Si on monte sur les services rapidement, 3 grandes familles, mais on en a déjà un peu parlé, les services cognitifs au milieu et le machine learning. On peut rajouter les bots. Les bots sont pas du tout à déconsidérer. C'est souvent un excellent premier pas dans l'intelligence artificielle parce que ça marche extrêmement bien de nos jours et c'est très facile à mettre en œuvre et ça rend plein de services. Vous le savez tous, aujourd'hui, quel est le site sur lequel il y a pas un peu de service aux consommateurs ou aux clients, voire même de vente, qui ne vous propose pas donc un assistant personnel qui répond en direct à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Je vais être obligé de te demander d'accélérer un tout petit peu, Alfonso, puisqu'on a déjà dépassé le quart d'heure, donc pour pouvoir laisser du temps pour les autres interventions. Désolé. Je termine. Si tu veux bien remettre juste le support. Donc, du coup, je ne parle pas de ce qui est à droite, mais il y a tout un tas, évidemment, d'outils
open source souvent d'ailleurs, qui vont permettre d'aller plus loin sur la modélisation donc, des fameux modèles et de les adapter à son propre environnement. Et la toute dernière slide pour ce qui me concerne, qui est juste après celle-là, merci, très importante, puisqu'elle concerne donc, encore un coup, si tu veux bien, l'éthique. Voilà. Il est fondamental, évidemment, quand on se lance dans des projets d'intelligence artificielle. Alors, ça, c'est une vision Microsoft, c'est une proposition de Microsoft, évidemment, vis-à-vis de tout le monde. Il nous semble que les 6 points qui sont là sont à considérer avant de se lancer dans ces projets-là, pour faire en sorte qu'effectivement, il y ait toujours une dignité des personnes, le fait que l'intelligence artificielle ne se retourne pas contre les humains. Le 6e conclut, je crois, assez bien ensemble. L'IA doit être là pour aider l'humanité, et alors certainement pas pour la remplacer. Là, je pense que ça serait évidemment suicidaire. Voilà, sur ce, je passe la parole à mes chers confrères. Et pardon pour les quelques minutes de plus. Pas de souci, c'était très intéressant, merci beaucoup. N'hésitez pas à poser vos questions sur l'onglet questions, je m'en ferai le relais auprès des intervenants. Donc pour l'instant je vois rien apparaître, donc je vous propose, pour pas perdre de temps, d'enchaîner directement avec le keynote de Charles Éric sur la gouvernance des données. Bonjour à tous. Donc, on va passer directement au slide d'après. Donc, je me présente, je m'appelle Charles-Éric de la Chapelle, je suis fondateur et CEO de Myriad Data. On peut passer, donc je vais vous parler de gouvernance. Je vous dis juste un mot sur Myriad. Myriad a 2 activités. L'une qui consiste à faire du conseil et à vous accompagner sur tout ce qui concourt au projet d'intelligence artificielle, de la gouvernance jusqu'à l'infrastructure, et en gros toutes les couches dont a parlé mon prédécesseur pendant une vingtaine de minutes. Et j'ai une 2e activité qui est que je conçois des solutions d'intelligence artificielle qui, en B2B, pour le B2B, pour automatiser les processus métiers, et on est très focalisé, ou disons principalement, sur tout ce qui est l'interprétation des données textuelles, c'est-à-dire du NLP, mais évidemment, on va bien au-delà, puisqu'on sait également lire des documents, lire des emails, lire des tweets, lire des commentaires clients, en tirer de la valeur, de manière à automatiser un certain nombre de processus et d'en tirer des insights pour les métiers. Voilà pour nous. Maintenant, on va venir directement sur le sujet, sur le slide suivant, s'il te plaît, Valentin. Voilà, donc le contexte que vous voyez ici, c'est qu'il y a un développement. Donc là, on voit à gauche, c'est 2006, où il y avait une exploitation et une quantité de données extrêmement faible dans les entreprises, essentiellement du papier, et un petit peu de mail. Et en 2020, à droite, c'est la quantité de données qui est donc exponentielle à traiter par les entreprises, ou disponible dans les entreprises, ou traitable par les entreprises. Donc, 80% sont des données non structurées, de la voix, des images, ce genre de choses. Donc, dans ce contexte, évidemment, se passer de cette manne de données pour adresser ses clients et organiser son entreprise, c'est juste totalement impensable, dans la mesure où les principaux acteurs, quels que soient les métiers, le font. Donc, si on ne veut pas mourir, eh bien, on a d'autres alternatives que de s'intéresser à son patrimoine de données ou aux données externes. Donc, juste un petit rappel sur ce que c'est qu'une donnée. Eh bien, il faut s'accorder ne serait-ce que déjà sur ce mot, parce qu'au départ, une donnée, c'est un élément brut qui n'est pas une information. Mais dans une entreprise, une donnée peut être un objet de donnée, peut être un ascenseur, qui n'est donc plus une donnée brute, mais un mélange de matériel, de logiciel, de processus. Ça peut constituer une donnée. Donc, tout ça pour dire que dès la base, dès le début de la réflexion, dans une entreprise, il faut s'accorder sur ce qu'on appelle une donnée, ce qu'on veut en faire, quelle est la politique, et avoir une prise de conscience, un engagement à la fois humain et en termes de moyens.
On va passer au slide d'après. Et donc, qu'est-ce que c'est que la gouvernance, qui est le sujet de cette petite intervention? C'est un ensemble donc, de processus, de rôles, de règles, de normes, de métriques qui permettent d'assurer une utilisation efficace et efficiente des informations et des données dans le but d'aider les entreprises à atteindre leurs objectifs. Et donc, ce qu'il ne faut pas confondre, c'est que finalement, la gouvernance, c'est un chapeau qui n'est pas technique, qui n'est pas, par exemple, la gestion des données. La gestion des données, c'est l'ensemble des besoins en données d'une organisation. Et la gouvernance, ça va être le composant principal de la gestion des données qui va relier les autres disciplines, dont la qualité des données, par exemple, la gestion des données de référence, le MDM, la sécurité, les bases de données, la gestion des métadonnées, le data warehousing, et toutes ces notions vont venir ensuite. Donc, on va passer au… Donc, ça couvre… Pardon, non, on va rester juste une seconde. Donc là, je n'en ai pas parlé parce que vous les avez vus. Ça va de la stratégie, l'organisation, les processus, l'évaluation, le suivi, les technologies et la communication sont les différentes briques de la gouvernance qu'il faut mettre en œuvre pour avoir une gouvernance. On va peut-être dire un mot de l'avantage d'avoir une gouvernance des données, c'est d'avoir donc une compréhension commune de ce qu'est le patrimoine des données. La gouvernance offre une vue cohérente des données, une terminologie commune, on l'a vu dès le départ, tout en laissant aux unités opérationnelles la flexibilité dont elles ont besoin. Ça va permettre de définir tout ce qui est processus et autres sujets qu'on va voir pour avoir une meilleure qualité des données, en créant un plan pour assurer l'exactitude, l'exhaustivité, la cohérence de la donnée dans l'organisation, d'avoir une cartographie des données avec des fonctionnalités avancées de compréhension de où sont les données, à quoi elles sont reliées, qui en sont les propriétaires, un peu comme un GPS qui permettrait de représenter une zone géographique et de guider les utilisateurs. Et ça permet sur le plan client d'avoir une vue à 360 degrés de chaque client et des autres entités de l'entreprise, d'être en conformité sur le plan réglementaire, RGPD par exemple, qui concerne un peu tout le monde, et d'avoir évidemment une meilleure gestion de la donnée. Donc maintenant, on va essayer de rentrer dans le détail sur comment on fait pour mettre en place, quelles sont les bonnes pratiques de la mise en place d'une bonne gouvernance de la donnée. Donc au départ, il faut faire des entretiens avec les gens qui sont concernés par le sujet de la donnée en interne pour faire une analyse de maturité des dispositifs existants dans l'entreprise. En fonction de ça, ensuite, donc, quel profil va faire ça? C'est des chefs de projet qui savent ce que c'est que la gouvernance de la donnée et qui ont déjà piloté des processus qui permettent de la mettre en place. Donc, c'est des gens plutôt fonctionnels avec un background et une compréhension technique sur la data. Ensuite, il faut définir les priorités de travail et en fonction de la taille, du budget, de la stratégie, etc. Ensuite, on définit la cible et la trajectoire. Et enfin, on définit la politique de gestion de la donnée. Ce qui va nous amener, Valentin, à mettre en place le dispositif de gouvernance, à savoir quelles équipes, quels processus, avec quels outils. Donc, il y a un aspect humain évidemment très important, puisque on va devoir donner des rôles et des responsabilités à différents niveaux dans l'entreprise, de manière à pouvoir faire remonter les informations clés, notamment tout ce qui est dictionnaire et cartographie. Et ensuite, il va falloir modéliser les processus, c'est-à-dire donner, là il y a marqué data lineage, ça veut dire de savoir quelles données, pour
pour chaque objet de données important, donc je reviens à mon ascenseur. Mon ascenseur, c'est en référence à un de mes clients qui était Gare et Connexion, qui est une filiale, enfin, qui est l'une des 3 branches de la SNCF, et où il y avait, donc pour eux, l'ascenseur, où les gens montent et descendent, est un objet de données important, et ils ont défini dans le dictionnaire, donc en 1, que c'était important de s'occuper de l'ascenseur, de savoir s'il fonctionnait, de savoir qui était responsable de l'ascenseur, de savoir quand est-ce qu'on avait touché à l'ascenseur, et quels étaient les différents processus qui concouraient au fait que l'ascenseur marchait ou ne marchait pas. Et comment alimenter un système de manière à avoir toujours à jour l'information pertinente, dont le lineage, ça veut dire quand est-ce que de quand date l'information qu'on a et quand est-ce qu'elle a été modifiée et par qui. Et donc, pour tout ça, il faut mettre en place des responsabilités, des rôles, un pilotage, une comitologie, définir les responsabilités, les processus d'escalade, et il faut piloter le change et le run parce que ça se fait pas complètement tout seul. Donc, c'est quand même, je dirais que la gouvernance, finalement, c'est l'aspect humain. C'est ce qui est le plus important pour moi dans la gouvernance, c'est que c'est l'aspect humain de la data. C'est-à-dire que si on ne se concentre que sur des outils et que sur des technologies, eh bien, on va louper l'aspect humain et on n'aura pas une compréhension et une utilisation harmonieuse, cohérente et efficace de la donnée dans l'entreprise. Donc, on va passer à l'étape suivante, qui sont donc les outils et les technologies, parce qu'au final, quand même, il va falloir construire des outils qui vont être des outils, par exemple, qui peuvent être déjà des outils de suivi de la gouvernance, mais aussi des outils d'ETL, d'extraction de la donnée, de nettoyage de la donnée, de choix de plateforme et d'architecture, et évidemment d'hébergement, comme l'évoquait tout à l'heure notre ami de Microsoft. Et donc, en général, comme on est quand même dans des environnements big data, ça va se faire dans le cloud, même si c'est un cloud privé. Donc, ensuite, il y a tout ce qui est le pilotage, qui sont des activités de suivi du data management, de la gouvernance, des audits, éventuellement des cas d'usage qui vont aller du proof of concept à la mise en production, et ensuite de travailler sur le change, ça veut dire l'ancrage des nouveaux usages et des outils mis en place dans l'entreprise. Et tout ça va se faire avec la mise en place de KPI pour chacune des étapes. Et ces KPI vont permettre de finalement voir, de voir où on en est, comment ça se met en place, et ces indicateurs, donc KPI, moi j'en propose, mais il y a plein là de religions, parce que là, je dirais, chacun voit midi à sa porte sur la manière de mettre en place les KPI, mais moi je vois 4 manières de le faire. Donc on va passer au slide suivant. Ah oui, alors là, je peux dire un mot très bref sur le fait que effectivement, il y a des rôles et des métiers qui vont émerger quand on met en place une gouvernance. Et ici, on en voit quelques-uns, chef de projet, consultant, product owner, consultant juridique, data quality manager, business data analyst, data architect, manager, data scientist, data engineer, architecte cloud. Mais il y en a d'autres. Il y a tout un tas donc de nouveaux métiers qui apparaissent, mais qui ne sont pas liés qu'à la gouvernance, évidemment, qui sont liés à la donnée. Donc, pour repartir sur les KPI, parce que j'avais oublié ce slide, donc, moi, j'en vois 4 grands, finalement, types de KPI. Ce sont des KPI qui concernent les personnes, qui concernent les process, qui concernent les technologies et qui concernent les outils. Vous le voyez en bas. Et ce slide ne fait que résumer finalement tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire quels sont les problèmes au départ, quels sont les objectifs, quels indicateurs on met en place et quels vont être les impacts.
Et pour ça, il faut mettre en place des indicateurs de personnes, de process, de données, de technologies. Voilà. Alors, on va passer au slide d'après. On va rentrer un tout petit peu dans le détail des KPI par typologie. Donc là, par exemple, pour les personnes, il faut dire quelles ressources on a en interne pour s'occuper de la data. Est-ce qu'on a les bonnes ressources par rapport aux expertises dont on a besoin? Sinon, il faut former des gens, développer du contenu de formation. Et comme KPI, on va avoir le pourcentage, par exemple, d'avancement des personnes formées par mois ou par trimestre. Voilà, ça peut être un exemple d'indicateur. Et évidemment, ces indicateurs doivent être suivis à un certain niveau de management, de manière à ce que ça puisse avoir une véritable portée. Mais effectivement, on peut aussi définir d'autres indicateurs qui sont dans les grosses organisations, le nombre de data owners identifiés, de gens qui vont être responsables d'un processus de données, le nombre de data managers, le nombre de problèmes remontés au comité de pilotage, ce genre de choses. Pour ce qui concerne les indicateurs, donc on va passer au slide suivant, les indicateurs pour les process, pour les données, pardon. Et bien là, on va plutôt regarder les problèmes de qualité, le nombre d'anomalies et le suivi du temps de validation. Et les résultats qu'on va en attendre, c'est l'amélioration des 7 dimensions de la qualité de la donnée. Si vous le souhaitez, je peux vous rappeler quelles sont les 7 dimensions, mais je les ai plus tout en tête. Je vais avoir ça quelque part. Je sais où je l'ai mis. Aïe, aïe, aïe. Et ben voilà. Et ben on n'aura pas les 7 dimensions aujourd'hui. Catastrophe. Je vous passe encore une seconde à les retrouver et après j'abandonne. Bon, alors, donc voilà, donc les 7 dimensions de la qualité de la donnée. Le nombre de problèmes, par exemple, qu'on va traiter, le pourcentage d'amélioration de la complétude des données, la réduction des données dupliquées, c'est-à-dire qu'on va retrouver dans différents systèmes et qui vont être identiques, et leur exactitude, voilà, bon, enfin, ce genre de choses. Et l'idée, c'est d'arriver à tirer des KPI d'augmentation de la productivité autour des activités où la donnée contribue à la qualité du processus. On va passer au slide d'après. Pour ce qui est des technologies, alors les indicateurs, c'est les sources de données identifiées, le nombre de données cibles qu'on a trouvées comme étant clés pour l'entreprise et qu'utilisent des master data, l'intégrité des données dans les différents systèmes IT. Donc ça, c'est plutôt, ça va plutôt être du côté de la DSI ou de la direction data. Et le principal est sans doute l'utilisation, la présence et l'existence d'un identifiant unique pour chaque objet de données faisant partie du MDM, c'est-à-dire du Master Data Management qui est dans les bonnes pratiques, permet de gérer les données clés de l'entreprise. Voilà, et je crois que c'est fini. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pendant que j'essaye de retrouver les 7 On ne voit pas de questions pour le moment, ni dans le chat, ni dans les questions. J'aurais peut-être une petite question, Charles. Quand tu parles de MDM, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de MDM existants qui pourraient être utiles pour aborder le sujet, parce que j'ai l'impression que c'est un élément central pour pouvoir ensuite piloter une parles de technologie des data. Tu parles de technologie? Oui, tout à fait.
eh bien, de l'open source, s'il y a. En open source, je sais pas, mais il y a des acteurs mondiaux sur le sujet, dont un Américain extrêmement connu. Je ne sais pas si Microsoft a un outil de Master Data Management, mais c'est bien possible. Ouais, une petite recherche Google et on trouvera ça si Alfonso n'a pas ça directement à l'esprit. Alors, nous, pas directement. On a effectivement des partenaires qui font ça, mais il y a pas mal d'acteurs. Et donc, voilà, donc ça se trouve. Hein. Et le MDM, par exemple, il y a des finalités là-dedans. C'est que si tu as un outil, c'est assez normalisé. Et donc, ça permet, par exemple, pour les grandes entreprises, une fois qu'elles ont mis en place ça, et ben, dans tout ce qui est fusion-acquisition, ça facilite énormément de le faire. Vu que c'est relativement normé, on va pouvoir, par exemple, acheter une entreprise et intégrer son système de MDM existant dans le système de l'acheteur. Et donc, ça va énormément faciliter les processus d'intégration. Donc, ça peut avoir des finalités assez diverses, finalement. Pas que business. Enfin, pas que centrées sur l'activité commerciale de l'entreprise. OK. Merci. Merci beaucoup. Du coup, puisque je ne vois pas émerger… Ah, pardon, je précise juste les 7 dimensions de la donnée, parce que j'ai fini par retrouver. Donc, c'est l'accessibilité, la précision, la complétude, la cohérence, la pertinence, la rapidité / d'exécution, et enfin la validité, la conformité aux définitions définies aux politiques. Voilà. Bravo, merci beaucoup, cher Eric. Donc, je vous propose d'enchaîner, de terminer avec la dernière présentation, donc celle de notre ami Charles-Henri Matorel, qui va nous parler, nous faire un focus sur la sécurité. Ouais, tout à fait. Donc, voilà, je suis donc Charles-Henri Matorel, je suis le responsable, enfin le fondateur de NDA Security. J'ai fondé un réseau d'indépendants en cybersécurité et j'ai associé à ce réseau d'indépendants un panel de start-up et d'éditeurs français en cybersécurité avec des solutions de DLP, d'OSINT, de détection de la menace, de threat intel, des solutions de chiffrement quantique et ce type de solutions. Donc aujourd'hui, on va parler du contexte et des objectifs, des moyens liés à ce sujet de l'intelligence artificielle dans la cybersécurité. Les cas d'usage, bien sûr. On va se mettre du côté de l'attaquant et voir comment aujourd'hui il a une solution française sur le sujet de l'intelligence artificielle, sachant que j'ai travaillé sur le sujet depuis 2 ans avec ces messieurs pour notamment aboutir à un constat, c'est qu'il faut passer par l'intelligence avancée. Et on va le développer ici, mais on a réussi à extraire, et c'est pas dans la présentation d'aujourd'hui, mais les différents business angels et venture capital qui sont intéressés au sujet et qui ont financé des startups françaises. Donc, on a listé l'ensemble de ceux qui sont intéressés à ce sujet et ça pourra même intéresser ceux qui écoutent cette conf pour pouvoir solliciter Valentin et éventuellement avoir une liste de ceux qui sont capables de financer leur développement par l'intelligence artificielle parce que ce sont des personnes qui sont sensibilisées et qui pourront les accompagner à ce sujet. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet justement avec le Syntec numérique, donc pour l'appropriation des technologies par le tissu économique, n'est-ce pas? Et donc, on a d'abord un petit verbatim sur la partie intelligence artificielle qui est à faire. Les data scientists avec lesquels on parle sont vraiment opposés à cette terminologie d'intelligence artificielle. Donc, Alfonso a déjà bien ouvert le sujet. Aujourd'hui, là, sur la partie cyber, on va plutôt s'intéresser à des problématiques de machine learning, d'éventuellement de deep learning, et plus largement sur l'intelligence artificielle. Nos interlocuteurs parlent de calcul formel, de base de règles, de systèmes multi-agents, pour parler de l'intelligence artificielle. Donc, slide suivant. Ici, la représentation de ce qu'on peut se faire du machine learning opposé à l'intelligence artificielle. Quand c'est un PowerPoint, généralement, c'est de l'intelligence artificielle, et quand c'est écrit en Python, c'est plutôt du machine learning.
donc évolution jusqu'à la robotique. Les slides de Alfonso sont vraiment très intéressants sur cette évolution enfin, ce qu'on met dans l'intelligence artificielle. Je sais pas si c'était ton deuxième ou troisième slide, mais c'est particulièrement clair sur comment on va pouvoir caractériser ce qu'on met derrière ce buzzword de l'intelligence artificielle. Donc maintenant sur la partie contextuelle, juste sur le volet cybersécurité, on a des analystes, des développeurs, des ressources en consulting sur ce sujet de la cybersécurité qui sont de plus en plus rares. Il y a un intérêt qui est marqué, mais qui n'est pas aussi important que celui qu'on pourrait avoir malgré les salaires assez importants qu'on propose à ce type de ressources. Et aujourd'hui, il faut optimiser donc ces ressources par la technologie. Et les algorithmes peuvent neutraliser donc les cyberattaques inconnues et stopper les cyberattaques comme moi j'ai pu le constater chez les éditeurs que je côtoie et qui sont pour certains des partenaires. Ils vont aller à un niveau de détection pour pouvoir justement faire face aux attaques présentes, mais également les attaques de demain. Donc, ils essaient de se projeter avec du machine learning, du deep et tous les artifices liés à la puissance CPU et tout ce qu'on pourra avoir au niveau de l'informatique pour donc réduire le coût de la détection, pour aller plus vite et donc moins d'impact, corriger les incidents et les temps de réponse et aller jusqu'à supprimer les faux positifs, qui est quand même une sorte de vue de l'esprit. Mais normalement, on a pas normalement, on a une optimisation de cette gestion des faux positifs grâce à cette notion d'intelligence artificielle et de machine learning. Donc là, on va améliorer la précision dans la détection, corriger les failles et optimiser le déploiement des correctifs. Mais il y a quelque chose que je note pas ici, c'est l'intelligence artificielle, donc le machine learning, le deep et toutes ces technos qui sont utilisés pour aller vers une meilleure cybersécurité, une meilleure cyber-résilience, avec notamment des outils qui vont travailler sur des mesures organisationnelles, des mesures techniques et assurer une sécurité maximale pour les données de l'entreprise. Parce qu'on a un volet RGPD qui n'est pas abordé ici, mais quand on sait l'impact des amendes, là les dernières que j'ai vues c'est 250 000 euros, il y a eu du 500 000 euros qui sont tombés, c'est particulièrement important. Et là il y a des outils qui sont capables de nous aider à garder un niveau de conformité et également d'utiliser des outils pour que justement on aille par le machine learning, par l'algorithmie, valider des opérations de gestion des données, de big data, de grands projets liés à la data, à la valorisation des plans marketing, etc., pour qu'on soit pas impacté justement par de potentielles amendes. Donc là, on va par exemple mesurer la robustesse d'une anonymisation. C'est pas quelque chose que je détaille ici, mais vous avez un acteur comme Digitalytics qui travaille sur le sujet et qui, comme le précisait Alfonso, essayait de réunir les bonnes compétences autour de ces sujets. Et là, par exemple, Digitalytics a réuni 5 docteurs pour pouvoir pondre leur solution de mesure de la robustesse de cette anonymisation qui a été réalisée grâce à des outils open source, notamment la plupart du temps. Et vous avez donc un docteur en droit, un docteur en économie qui viennent compléter 2 docteurs en informatique et 1 en mathématiques. Donc c'est pour vous donner la dimension de l'intelligence qui doit être développée pour pouvoir faire tourner ces algorithmes et leur donner à la fois une dimension éthique et une dimension business. Donc on va passer au slide suivant. Donc pour travailler sur l'intelligence artificielle en cybersécurité, on a parlé, comme Alfonso l'a dit, sur l'analyse comportementale, l'UBA, la User Behavior Analytics, et on va travailler sur du deep et du machine learning avec des outils qui sont certains open source. Donc là, je vous en ai noté sur le côté avec scikit-learn notamment, qui est un petit peu plus détaillé dans le slide suivant. Mais vous avez également TensorFlow, Torch, et là vous avez avec scikit-learn une bibliothèque complètement libre. Et pour vous lancer, puisque ceux qui nous écoutent sont essentiellement des ESN et des éditeurs, l'idée c'est de disposer donc de cette boîte à outils pour pouvoir avancer sur ce sujet du machine learning avec une bonne maîtrise
des outils. Et de cette boîte à outils, ceux qui travaillent sur le machine learning peuvent aller sur des briques plus spécifiques, mais c'est un excellent point d'accès pour aller vers ce type de technologie. Slide suivant, on est ici sur les cas d'usage. Donc, pourquoi utiliser l'intelligence artificielle, le machine learning pour aller sur ces sujets de cybersécurité, donc l'anticipation des menaces bien sûr, la détection de la fraude, très très importante. Beaucoup se penchent sur le sujet parce que on a des tombereaux de données, notamment au niveau bancaire, où ils ont énormément d'argent à dépenser sur la protection de leurs propres données. C'est un sujet qui est toujours d'actualité, malgré l'émergence de beaucoup d'acteurs sur le sujet, notamment en France. On a la sécurisation des objets connectés, donc vaste sujet, puisque sont des technologies qui ne sont pas secure by design. On a la chasse à l'usurpation d'identité numérique. Donc là, je sais pas si vous êtes au courant, mais le swap card, où là vous avez quelqu'un qui vous usurpe votre identité pour se faire livrer votre carte SIM en doublon, va pouvoir justement, lors d'une authentification forte, faire une authentification à votre place, choper votre code d'acceptation ou de transaction et faire des choses à votre place en vidant votre compte bancaire notamment. C'est tout à fait possible, parce qu'une fois qu'on a ce type d'information, on peut aller particulièrement loin quand on est à la place du hacker. Enfin, quand on est hacker. La recherche de vulnes, évidemment, sur les vulnérabilités connues et inconnues. Le machine learning peut considérablement optimiser les ressources qui sont au travail. Et donc là, on va trouver ce type de technologie dans des éditeurs de SOAR, je sais pas comment on dit en bon français, où là, on va en gros orchestrer la réponse avec des inputs qui vont venir compléter ce qu'on fait avec un SIEM, par exemple, ou avec un SOC. Donc, Security Operational Center, vous avez des hommes et des outils qui vont pouvoir réagir face à la menace et avoir une véritable réponse. Donc là, le SOAR va être obligé d'utiliser, en utilisation de ce type de techno aujourd'hui, mais ça ne se sait pas, ça ne se dit pas, sauf en échange commercial ou un petit peu plus technique. Mais on rencontre des difficultés que je note ici avec les jeux de données, la donnée elle-même. Donc là, toute la gouvernance de la data évoquée par Charles-Éric est particulièrement importante pour aller jusqu'à l'auto-apprentissage. On a les systèmes d'IA qui peuvent eux-mêmes être une cible de nouvelles classes d'attaque, comme on le voit dans le slide suivant. On a la differential privacy avec le machine learning et la cryptographie qui vont s'associer pour pouvoir bruiter pour une non-rétro-identification. Donc, reconstituer des datas peut se faire grâce à un bruit qu'on va mettre dans les données qui sont des données accessibles ou partagées. Enfin voilà, ce sont des enjeux de sécurité au niveau des data lakes eux-mêmes pour savoir comment les utiliser au mieux. Donc voilà, sinon on a toujours cette difficulté avec évidemment le bond quantique, le saut quantique, avec cette menace qui ne cesse d'évoluer, même si aujourd'hui j'ai quand même des échos comme quoi on n'aurait pas une puissance quantique aussi facilement accessible pour pouvoir faire tourner, par exemple, un algorithme de Shor qui va casser n'importe quel verrou de sécurité du marché, qu'on soit en AES 256 ou au-delà. C'est quasiment un claquement de doigts quand on dépasse les 50 qubits, hein, même si j'ai un expert de chez BNPP hier qui m'a dit qu'il faudrait 1000 qubits pour commencer à vraiment s'amuser. Mais bon, il faudrait qu'il parle avec les candidats au standard crypto-quantique français qui sortent de Sorbonne et de l'INRIA et qui sont au NIST, hein, pour pouvoir nous donner ce standard de crypto-quantique. Donc, on a des algorithmes d'intelligence artificielle, donc du machine learning, qui vont permettre une évaluation quantitative des risques encourus, mais également qualitative en détectant automatiquement les failles potentielles. Tous ces outils sont intéressants, mais comme on le voit au slide suivant, merci Valentin, on a également une évolution de la menace avec des acteurs qui vont arriver avec des approches beaucoup plus sophistiquées et sur lesquelles il va falloir justement, comme on le voit là en 2017,
pouvoir réagir face à ce type de nouveaux process d'infection ou d'infiltration, comme on le voit avec Cerber ici, ou alors plus ciblé encore, ce qu'on trouvait en 2018 les chercheurs d'IBM avec DeepLocker. On est vraiment sur des attaques qui on voit qu'il y a une organisation qui est derrière, où il y a vraiment une mécanique bien nuisible qui se met en route. Et donc là, c'est encore un autre sujet, mais voilà, on a besoin de vigilance, comme le rappelle Guillaume Poupard. C'est son discours depuis 2019 qu'on écoute encore aujourd'hui quand il intervient. Il faut pas faire n'importe quoi avec l'IA. On doit avoir des éléments d'éthique. Donc, on a un travail de fond à faire sur l'IA à ce niveau-là, sur la partie éthique. Et naturellement, on devrait pouvoir avoir ce réflexe de pouvoir se protéger nous-mêmes quand on travaille là-dessus, quand on est un développeur ou un informaticien, quand on utilise l'intelligence artificielle. Il faut avoir cette notion de limite. Donc, en termes de vigilance, on a également l'implémentation avec des données susceptibles d'être volées, d'être modifiées au détriment des utilisateurs légitimes. Ça, c'est quelque chose qui reste. Et ces notions de confiance liées au processus d'apprentissage, c'est également la notion de transparence qu'évoquait Alfonso, qui est particulièrement importante. Un point ici sur la distinction qu'on va faire sur la stratégie française avec cette approche franco-française de cette philosophie autour de la cybersécurité. Vous avez deux catégories d'approches. Une approche qui va être de défense, dite la lutte informatique de défense, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais il y a également une lutte informatique d'attaque, LIA, qui n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle, mais qui aujourd'hui appartient qui est du ressort de la souveraineté de l'État et qui est au niveau de l'Élysée. Mais il existe une cyberagressivité en quelque sorte, un écho à la menace, qui fait qu'on a des éléments pour répondre. Donc, je voulais vous faire cette précision parce qu'au slide suivant, je présente quelques éditeurs français, donc avec iTrust, qui est quand même un des premiers à avoir travaillé sur le sujet et qui aujourd'hui a repoussé WannaCry et NotPetya et qui peut s'en vanter sans aucun souci. C'est une très belle réussite française qui fait à la fois du consulting et des solutions logicielles. Et là, avec Revelium, ils ont vraiment une très très belle solution qui va quasiment anticiper toujours ces niveaux de menaces pour pouvoir y répondre de manière adaptée. Passons ensuite à Gori avec CyberDetect. Là, c'est une solution d'analyse morphologique qui va travailler sur une signature comportementale. Et c'est une technologie qui fonctionne extrêmement bien avec notamment la génération de très peu de faux positifs. C'est intéressant. Si vous avez à avoir cette notion de signature comportementale, la solution de CyberDetect est particulièrement intéressante. Slide suivant, on est sur Arfang Lab, qui est une solution qui est une solution d'EDR, donc qui est rentrée au Gartner dans une dimension qui disqualifie d'un seul coup tous les logiciels antivirus du marché, qu'il voit comme obsolètes. Donc, c'est une capacité à pouvoir neutraliser beaucoup plus rapidement que tout ce qu'on peut voir. Donc, Endpoint Threat Detection and Response, c'est vraiment le principe de la détection et de la réaction proactive. Donc, ils utilisent le machine learning. Ils en disent assez peu de choses quand on va leur parler quand on pouvait aller sur des salons de cybersécurité. Les derniers auxquels je les ai vus, ils étaient dans le boot de chez Thales. Je crois qu'ils vont être incubés ils vont poursuivre leur développement avec une intégration dans un programme beaucoup plus large. Et comme on le voit au slide suivant, le fait que le Gartner pousse ces éléments avec notamment une reprise ici par FireEye nous donne toute la dimension toute l'importance de mettre en place de l'optimisation des solutions par nature à vocation de détection et de réponse dans des solutions de cybersécurité. Donc, encore le slide suivant, une petite présentation de leur site web sur Arfang Lab.
Slide suivant. Je vois que l'heure passe. Quelques autres exemples de sécurité par l'intelligence artificielle, machine learning. Donc, on a Cosmos, on a Neosys. Alors, petite précision, Cosmos est suédois depuis 2016, donc c'est plus français. Et Neosys est en liquidation judiciaire. Donc, ces technologies sont soit reprises, soit rachetées. Mais voilà, c'est le statut. La détection en temps réel pour Fraud Manager également a un gros intérêt sur lequel on reviendra puisqu'il s'agit de la fraude. Au slide suivant, on le voit, on est sur le principe du réseau de fraudeurs avec Shift Technology. Cybelle Angel a dernièrement travaillé sur l'intelligence artificielle associée aux objets connectés. C'est le premier à vraiment travailler sur le sujet avec une levée de fonds à 34 millions d'euros. Donc l'intelligence artificielle, du moins le buzzword, peut aller jusqu'à payer, même si la première levée de fonds était 10 millions l'année dernière et qu'ils étaient dédiés justement au développement de l'intelligence artificielle elle-même. Donc je pense que c'est l'étape suivante de passer aux objets connectés parce qu'il y a un désert sur le sujet. Ensuite, oui, toujours la contrefaçon, la contrebande avec Advanced Track and Trace. Ce sont des sociétés bien françaises que je vous recommande si le sujet est d'actualité ou des partenariats. Petit point sur Linkurious, un des pionniers en matière d'utilisation de machine learning, qui a fait parler d'elle notamment sur les Panama Papers. Donc c'est particulièrement intéressant de voir aujourd'hui comment des tombereaux de données peuvent être analysés et participer à la détection des interconnexions en fait qu'il peut y avoir entre personnes et identifier des signaux faibles. Donc encore une fois, un succès d'une structure française qui, comme Earthcube par exemple, encore une autre startup, est ciblée par la CIA qui va les démarcher avec leur fonds qui s'appelle InQtel. Donc ça note le niveau d'intérêt des Américains sur les technos françaises utilisant le machine learning pour développer leur activité. Oui, rapidement, la slide suivante peut-être avec MondoBrain et DreamQuark. Il y a une levée de fonds de 14 millions pour DreamQuark. Donc c'est identifier les produits les plus susceptibles de plaire à certains clients, détecter les profils qui font bien pour adapter une réponse, résilier potentiellement un contrat, lutter contre la fraude ou le blanchiment d'argent. Le champ d'action est relativement large, comme l'a dit Charles-Éric. Selon la qualification du besoin, on peut adapter de très belles techniques ciblées sur les attentes du client final. Donc, on a vraiment un levier avec le machine learning. Je vais conclure assez rapidement sur où est-ce qu'il faut s'informer. Donc, on parlait d'éthique tout à l'heure. Ce que j'ajouterais particulièrement au-delà des conférences que vous pourrez suivre ou reprendre sur YouTube pour certaines, mais là, il y a un rapport très intéressant qui a été déposé par celui que je citais déjà début de cette année, Thierry Berthier. C'est un rapport remis à l'Assemblée nationale qui s'appelle Travaux de mission d'information sur les SALA, les systèmes d'armes létaux autonomes. Et quand on dit autonome, c'est qu'on utilise ce qu'on met derrière l'intelligence artificielle. Et là, il va faire des segmentations de niveaux de menaces ou d'autonomie selon la liberté qu'on laisse à l'intelligence qui va diriger un drone pour aller jusqu'à tuer une personne à distance, comme le font les Américains déjà avec des opérateurs qui, depuis les États-Unis, tuent sur le territoire afghan ou irakien ou autre. Donc, on est sur une dimension militaire et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la lutte informatique de défense ou lutte informatique d'attaque. On est sur ces principes-là. Et c'est intéressant de faire le parallèle et voir comment la défense prend en compte ces éléments. Et donc, ça nourrit en fait notre réflexion pour qu'on utilise l'intelligence artificielle pour mieux se défendre, mais également pour mieux réagir et que la capacité d'action offerte par ces nouvelles technologies jusqu'à la robotique, comme Alfonso le disait, c'est
c'est ce qui nous attend. Alors, si vous voulez apprendre des choses sur l'intelligence artificielle sans des tombereaux de données, enfin des articles à aller voir ou des gros bouquins à lire, vous aurez des films, hein, comme je le mets au dernier slide avec AI, Artificial Intelligence, ou Minority Report, qui est un grand classique, l'inénarrable Terminator, iRobot à ne pas manquer, et puis dernièrement Ex Machina, où là vous avez un petit peu derrière Google hein, ce qui peut naître d'une intelligence artificielle, et c'est celui que je vous recommanderais en tout premier lieu pour bien saisir les évolutions peut-être plus rapides qu'on pense sur l'intelligence artificielle qui à terme va de plus en plus copier notre cerveau pour pouvoir mieux nous servir normalement. Voilà, merci, j'en ai fini. Mon micro, merci beaucoup Charles-Henri. Je ne sais pas si tu as vu passer des questions, en tout cas Virgile nous pose deux questions. La première concernant les solutions actuelles est-ce que... Alors, les solutions actuelles... L'utilisation d'une Pardon? Oui, je réponds oui, en effet. Une eSIM permet de se passer du problème, mais la swap card c'est par rapport surtout aux opérateurs qui sollicitent, qui ont cette formule, qui délivrent beaucoup trop facilement une carte secondaire. Donc il y a oui, on peut s'en préserver avec une eSIM, mais c'est surtout les opérateurs qui vont réagir pour éviter ce type d'authentification, ou alors prendre plus de soins dans l'identification de l'interlocuteur pour qu'il reçoive sa seconde SIM. Ok. Et sur la première question concernant le flag des menaces potentielles, est-ce que c'est un indicateur qu'on donne à un opérateur ou est-ce que tout est géré sans intervention humaine? Là, c'est au tout début de ta présentation. Alors, c'était sur quel slide? C'était une des solutions qui était... C'était sur le slide solutions. Les solutions actuelles. Actuellement, flag les menaces potentielles. Oui, à un opérateur où tout est géré. Oui, bah oui, les opérateurs disposent de systèmes qui permettent justement de flaguer de potentielles menaces, mais la menace évolue, donc les technologies pour les détecter doivent évoluer. Donc, ils ont un panel de solutions du marché. Il y en a certaines qui sont des rouleaux compresseurs qui arrivent avec une batterie de FireEye par exemple en fait partie, mais ça reste un américain. Après, il y a des notions de souveraineté sur lesquelles on doit travailler pour que justement des menaces qu'un Microsoft va pouvoir avoir sont des failles légitimes, des backdoors pour lesquelles il y a des accès qui sont quasiment organisés. Sur des problématiques de sécurité sur les très grands groupes, je parlais de BNP Paribas tout à l'heure, on est sur des acteurs qui pensent global et qui peuvent pas avoir une solution franco-française qui va répondre à des enjeux juste français ou alors à la rigueur européens. Il y a des notions qui doivent s'affranchir de tout cela pour pouvoir avoir des notions de territorialité, et on a des menaces qui doivent être le plus possible listées. Mais là encore, je pense que ce qui va arriver avec le nouveau cybercentre ou comment il s'appelait, c'est un endroit où vont se réunir tous les beaucoup d'acteurs français de la cybersécurité avec des membres de l'administration. On aura autant Capgemini que Thales, qu'Atos, que des éditeurs, des startups ou des membres de l'ANSSI derrière cette entité. Là, la menace va pouvoir être centralisée, va pouvoir être diffusée pour que justement les actions de répression ou de lutte soient clairement harmonisées et que ce soit quelque chose qui offre une bonne résilience. Mais c'est un travail de tous les jours. C'est pas quelque chose qui, en un claquement de doigts, avec le choix d'une solution, va tout résoudre. C'est à un moment donné, jusqu'à ce que la menace évolue, on puisse avoir la réaction adaptée. Parfait. Merci beaucoup. Oui. Juste un complément là-dessus par rapport au côté humain.
bien que notre industrie soit basée sur le binaire, il est évident que sur ces solutions-là, ce n'est jamais du complètement humain et jamais du complètement automatique, donc du complètement IA. Pour vous donner une idée, sur Azure, sur notre cloud, on traite de manière quotidienne entre 6 et 7 milliards d'événements pour uniquement des fins de sécurisation. Alors, événement ne veut pas dire qu'on est attaqué 6 à 7 milliards de fois par jour. Les attaques font partie de ces chiffres, mais il y a également tout un tas d'éléments positifs, d'authentification, etc., qui sont comptés là-dedans et qui vont contribuer donc à la protection en proactif avant effectivement que d'être attaqué. Donc, ces volumes-là nécessitent forcément l'utilisation d'intelligence artificielle. Par contre, tout ça est supervisé quand même par des centres dans lesquels sont des humains, parce que on ne peut pas s'appuyer que sur la technologie. Et juste une précision, il n'y a pas de backdoor. Il n'y a pas de backdoor. Ça fait partie des légendes où on cherche à se faire peur en permanence. Les acteurs, quels qu'ils soient, ça s'applique à nous, mais ça s'applique à nos chers concurrents, sont tout à fait sérieux sur le sujet et il serait suicidaire pour nous de jouer avec ce genre de choses et de faire en sorte qu'à un moment donné, sous prétexte de je ne sais quelle administration voudrait accéder aux données, vous assurez qu'on est en bataille permanente avec les administrations pour parfaitement respecter les lois, que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis et même en Chine. Donc, il n'y a pas de backdoor. Alors, il n'y a pas de backdoor volontaire, peut-être, mais il y a quand même eu des failles de sécurité qui permettaient des accès. Alors, qu'on dise qu'elles soient volontaires ou involontaires, peu importe. Voilà. Mais ok, c'est éthiquement parlant, il n'y a pas de backdoor chez Microsoft. Je l'entends bien. Après, il peut y avoir des failles de sécurité, il y en a régulièrement, et il y a des corrections. Ça, c'est la vie de notre industrie également. Bien sûr. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour les réponses apportées aux questions des participants, pour vos interventions qui étaient à la fois riches, illustrées et compréhensibles pour quelqu'un comme moi qui ne suis pas spécialiste d'IA, j'ai tout compris. Je voulais simplement terminer ce webinaire pour vous signifier les 2 prochaines sessions donc de nos petits déjeuners, tous les 2e vendredis de chaque mois, avec une exception en novembre du fait des ponts qui ne permettront pas d'avoir une session au mois de novembre. Le programme risque d'être interverti entre celle du 9 octobre pardon et du 11 décembre puisque j'ai encore les intervenants à caler, mais en tout cas c'est les 2 sujets qui vont être retenus. Donc un cas d'application un peu hors techno, mais qui permet de couvrir l'intégralité des champs d'application d'IA. On parle souvent d'industrie, de santé ou d'autres. On oublie aussi parfois que des fonctions de l'entreprise, au-delà de la compta ou de l'analyse financière, peuvent être impactées. Et les RH en est un très bon exemple. Donc on aura des exemples et des démonstrations des apports que l'IA peut avoir dans le domaine des ressources humaines. Et puis, on est très honoré d'avoir eu l'accord de Renaud Vedel, donc qui est le coordinateur national de la stratégie IA en France, qui a accepté d'intervenir lors d'une des sessions de ces petits déjeuners IA. Je ne sais pas encore si ce sera le 9 octobre ou le 11 décembre. Je l'ai mis dans cet ordre-là, ça pourra évoluer. Mais en tout cas, vous savez peut-être qu'une seconde vague de cette stratégie nationale en IA qui s'est déclinée depuis 2 ans sur les aspects recherche, innovation d'une part et volet économique d'autre part en juillet l'année dernière. Une mise à jour de cette stratégie est en train d'être finalisée et donc l'idée ce serait que le coordinateur national puisse vous présenter d'une part un point sur les réalisations de la première vague et les éléments clés de cette seconde vague de stratégie nationale d'IA. Donc je vous ai mis le lien syntechnumérique.fr/événement qui vous permettra de connaître en temps réel les dates qui seront effectivement retenues pour l'une ou l'autre des sessions. Et en tout état de cause, je me tiens à votre disposition pour répondre à votre question par mail, par téléphone, sur les petits déjeuners IA en particulier, mais sur toute l'activité de Syntech Numérique sur cette problématique de manière plus générale. Il ne me reste plus qu'à remercier encore une fois tous nos 3 intervenants. Donc, merci à vous 3 pour vos exposés et le temps que vous avez bien voulu nous consacrer. Et puis, je vous dis à tous à très bientôt. Vous allez recevoir, dès que je cliquerai sur le bouton « Terminer le webinaire », le replay de cette conférence. Merci et très bon week-end par avance. Merci à tous. Bon week-end. Merci à bientôt. Au revoir.